Bonjour, ça va? C'est 101%? C'est Davy dans ta télé? Il est sur un plot, on sait pas pourquoi aujourd'hui. Bref, c'est Davy dans ta télé, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais on le garde, donc voilà. Aujourd'hui, critique de jeu, Automedus Excellent, Oscillation, Autoplay Sample, mais on commence avec les news. On va vous parler aujourd'hui du stand Microsoft qui avait beaucoup de choses à présenter au niveau de Kinect mais aussi à tous les autres niveaux, et c'est Thierry qui va nous en parler parce que c'est lui qui bosse. Alors du coup c'est vrai qu'il y a un truc qui est appréciable avec Microsoft et c'est un peu systématique sur les précédents E3, c'est qu'ils mettent vachement en avant les productions téléchargeables du Xbox Live. Donc là c'est bientôt le Summer of Arcade et il y a vraiment énormément de jeux qui sortent du lot avec par exemple Insanely Twisted Shadow Planet. Donc c'est un titre très compliqué mais le jeu s'annonce juste monstrueux, un mélange de shoot et de puzzle game. Esthétiquement il y a un peu de limbo et ensuite au niveau du gameplay il y a un petit peu de pixel junk shooter qui est une exclu PS3 et c'est développé par deux personnes, un mec en fait qui travaille dans le jeu depuis longtemps et qui s'occupe de toute la partie moteur, et un directeur artistique qui lui est un ancien de Pixar qui travaille dans l'animation et qui est pas du tout un gamer, et donc du coup c'est un peu la confrontation entre ces deux visions qui donne lieu à ce jeu vraiment très sympa. En dehors de Gears of War 3, dont nous avons parlé dans le dernier classé 18+, de Forza 4 et d'une pincée de jeux Kinect, Microsoft se distinguait avant tout cette année par la qualité une nouvelle fois de ses productions téléchargeables. Inscrit au programme du Summer of Arcade 2011, aux côtés de 4 autres titres, Fruit Ninja Kinect, From Dust, Toy Soldiers Cold War et Bastion, Insanely Twisted Shadow Planet possède un pouvoir d'attraction certain. Et ce, en grande partie grâce à sa direction artistique, que l'on doit à un grand monsieur de l'animation qui a travaillé sur Ratatouille, mais aussi Brave, un Pixar prévu pour 2012, que nous avons eu le plaisir d'interviewer à l'E3. Le concept du jeu, en fait, c'est les entités de l'ombre. Ils envoient des parasites de Shadow à travers l'univers, et ton soleil se fait capturer par un de ces Shadow parasites-là. Et Shadow, des parasites de l'ombre. Et toi, avec ton petit extraterrestre, il faut que tu ailles délivrer ton soleil, en fait, qui a été capturé par ce parasite-là. C'est un puzzle game, c'est un shooter, c'est un exploration, c'est un peu de tout. C'est vraiment, ça mélange tout, en fait. Quel est ton type de jeu favori à toi? Pourquoi en fait tu as décidé de créer ce type de jeu? Je suis pas un gamer. Ce que j'adore, c'est l'animation classique. Et puis c'est vraiment c'est ma formation. Et puis pour moi un peu c'est comme construire un long métrage d'animation. C'est juste que la plateforme est différente. C'est une plateforme interactive maintenant. Mes inspirations à moi, c'est plus... moi, je suis un gros lecteur. En fait, je lis beaucoup de science-fiction française. Je suis en train de finir de tout lire les livres de Stephen Wool. Est-ce que tu connais Stephen Wool? Oui, je connais. J'adore tous les fleuves noirs, tout ça. C'est grosse inspiration pour moi. J'adore tous les romans de science-fiction. C'est vraiment ma passion. Et puis... en fait, je me sers beaucoup de lire et puis d'entraîner mon habileté de visualiser en lisant des livres, des bouquins. Alors j'aime mieux me servir de ça que de me servir de visuels qui sont déjà tout faits parce que ça fait plus du réchauffé quand tu fais ça. Une façon de travailler qui a visiblement porté ses fruits, comme vous pourrez le constater cet été. Parmi les autres jeux du Summer of Arcade 2011, on pouvait jouer au projet d'Eric Chahi, From Dust, mais aussi à Fruit Ninja Kinect. Les possesseurs d'iPhone doivent certainement connaître Fruit Ninja. Cet immense succès repose sur un concept extrêmement simple et addictif, couper des fruits et faire le plus de points possible. Parfaitement adapté aux plateformes Apple, la bombe indépendante débarque cet été sur Xbox Live Arcade dans une version remaniée exclusive au Kinect. Vous n'utiliserez donc plus uniquement vos gros doigts boudinés pour faire une salade de fruits, mais tout votre corps. Si cette itération est aussi bonne que l'original, Fruit Ninja Kinect devrait être l'un des meilleurs titres de l'été. En attendant, on vous laisse regarder ce trailer délirant, renvoyant au bon vieux film de Kung Fu de la Shaw Brothers.
Sorti début 2010, Toy Soldier premier du nom est un Tower Defense orienté action qui permettait aux joueurs de prendre le contrôle de n'importe laquelle de ces unités, ces dernières étant des jouets en plastique. Sa suite s'inscrit désormais dans les années 80, durant la guerre froide qui a quelque peu dégelé pour se transformer en une guerre globale où les combats auront lieu sur le sol et dans les airs. Les armées américaines et soviétiques seront jouables avec des armes modernes inédites, de nouvelles tourelles et de nouveaux véhicules. Un mode coop offline et online a également été intégré à la campagne et au mode survival. Enfin, de nombreux aspects ont été améliorés, comme les environnements destructibles, l'intelligence artificielle, la physique des véhicules ou encore la rejouabilité. Toy Soldier Cold War sera a priori le premier titre téléchargeable du Summer of Arcade 2011. Je viens juste de jouer à Rock of Ages, qui est sympa comme tout, jouable en multi split screen ou online, sympa comme tout, mélange de Katamari et un style de RTS, tu places des unités, tu gagnes des sous et après tu fais rouler ta boule, tu détruis, le but c'est de détruire l'adversaire en face, de détruire d'abord sa porte pour lui rouler dessus juste après. Très très sympa, très fun. Rock of Ages, je sais pas quand est-ce que ça sort, mais en tout cas on vous en reparlera. Concrètement, le level présenté nous plaçait dans la peau de Sisyphe, un personnage de la mythologie grecque condamné à faire éternellement rouler un rocher jusqu'en haut d'une colline pour finalement le voir redescendre. Simplement ici, le rocher que vous faites rouler sert avant tout à défoncer vos adversaires. On retrouve là des feelings de Katamari ou de Marble Madness, avec toutefois une petite dimension RTS vraiment agréable. En effet, votre ennemi roule également son rocher et tentera par tous les moyens d'exploser votre porte afin de vous passer dessus. Pour l'en empêcher, on pouvait placer des tours de défense, des catapultes pour endommager sa boule ou encore des vaches se déplaçant vers l'objet. Afin de construire ou de placer ces items, il nous fallait détruire les structures adverses de manière à accumuler de l'argent tout en veillant à la résistance de la boule. Il y avait aussi évidemment énormément de Kinect, beaucoup de Gears of War 3 et puis énormément de titres des autres éditeurs qui étaient jouables également sur le stand Microsoft. Mais on va voir un petit peu tout ça avec du trailer. On continue avec les titres téléchargeables. Minecraft, le phénomène du jeu indépendant sur PC, se prépare à arriver sur le Xbox Live Arcade dans une version spécialement conçue pour Kinect. Pas de date, pas de gameplay, mais on a une annonce, c'est déjà ça. Reste maintenant à savoir si la jouabilité au Kinect s'adaptera sans mal au titre phénomène de Mojang. Vous vous souvenez de Splosion Man? Ce fut l'un des meilleurs jeux du Summer of Arcade 2009, un jeu de plateforme 2D avec de la difficulté et du style, tout ce qu'on aime. Sa suite, Miss Splosion Man, va quant à elle arriver en 2011. Elle est justement le mot adapté, vu que l'on contrôlera la petite amie du héros du premier épisode. Au programme, pas de changement majeur au niveau gameplay, mais un level design toujours plus fou, un contenu extrêmement fourni et bien sûr un mode coopératif qui devrait s'adapter au nombre de joueurs, comme dans le premier épisode. On passe maintenant aux productions dédiées Kinect, qui étaient une nouvelle fois les attractions majeures du stand Microsoft, avec de conséquents espaces dédiés. Kinect Sports, saison 2, intégrera 6 nouveaux sports jouables en solo ou en multi. Le tennis, le golf, le foot US, le baseball, le ski et les fléchettes. Eh ben ouais, les fléchettes quoi, c'est aussi un sport. Chaque sport sera accessible dans 3 niveaux de difficulté et proposera des sessions de jeu courtes ou longues. Cette version mettra également en place de nouvelles façons de jouer. Le foot US utilisera ainsi les commandes vocales, tandis que le golf, lui, permettra de s'accroupir pour obtenir une meilleure lecture du terrain par exemple. Les joueurs pourront aussi partager les photos et vidéos capturées in-game via le site kinectshare.com ou sur leur mur Facebook. Développé par Frontier, le studio anglais à l'origine de Kinect Immolls et de la série Lost Winds sur WiiWare, Kinect Disneyland Adventures est un titre éminemment grand public et diablement malin. L'idée est en effet de visiter virtuellement un parc d'attractions Disney comme si on y était. Les enfants pourront ainsi interagir avec leurs personnages favoris en les enlaçant ou en faisant un petit high five avec Mickey. Ils pourront aussi collectionner des autographes et accepter des quêtes des personnages. D'innombrables minigames, rappelant ceux de Kinect Adventures, l'un des titres de lancement du périphérique Microsoft, s'intégreront aussi aux attractions thématiques du parc. Un titre au potentiel marketing énorme, avant tout prévu pour être apprécié en famille et en coop à 2 devant sa télé. Okay, here's the thing. There's a monster in your house.
Toujours pour Kinect et dédié aux plus petits, Sesame Street, Once Upon a Monster met en scène Elmo et sa bande sous la forme d'un livre pour enfants interactif. Si on parle de ce titre ici, ce n'est pas pour le jeu lui-même, même s'il s'annonce enchanteur et intelligent, mais pour le développeur derrière. C'est en effet Double Fine Production, le studio de Tim Schafer, responsable de Psychonauts et Brutal Legend, qui s'occupe de cette production Kinect. Un petit détail tout de même sur Sesame Street. Son mode coop permettra à un second joueur de rentrer ou de quitter une partie à n'importe quel moment sans interrompre le jeu. Friendly new monsters, amazing experiences, and outrageous fun. Each chapter is full of life lessons of friendship, sharing, and teamwork. Once Upon a Monster is a journey of discovery that kids and parents will both love. Welcome to Kinect Fun Labs. Mise en avant durant la conférence Microsoft, Kinect Fun Labs est la nouvelle application phare du constructeur à destination du Kinect. Fun Labs est une sorte de game center où les joueurs peuvent télécharger toutes sortes de petits jeux gratuits pour le moment. Nous avons pu essayer à la rédac 4 d'entre eux, mis en avant comme les plus aboutis. Bobblehead et Kinect Me analyseront votre visage et votre corps pour ensuite créer un avatar vous ressemblant. Ça, c'est la théorie, parce qu'en pratique, les avatars créés seront loin d'être ressemblants. On aurait pu s'en contenter si les possibilités de jeu étaient riches, et malheureusement ce n'est pas le cas. À part prendre la pause et donner des baffes à votre alter ego, il n'y a rien à faire. Les 2 dernières applications, Googly Eyes et Build a Buddy, se basent sur la reconnaissance d'objets. Prenez n'importe quelle peluche ou patate, tenez-la fermement devant la caméra et en moins d'1 minute, l'objet en question est numérisé. D'accord, ce n'est pas très ressemblant, on voit où le joueur a posé ses mains pour tenir l'item et les bords sont très flous pour ne pas dire mal modélisés. Quant aux possibilités de gameplay, elles sont quasi nulles, à part bouger les bras et se tortiller pour faire bouger sa création, il n'y a rien à faire. Dommage, même si les défauts techniques sont présents et connus, les développeurs auraient pu nous proposer des gameplays sortant du classique je bouge mon corps et je fais mumuse avec ma baballe. Du coup, ces applications ne parviennent pas à échapper au statut de gadget. Mais elles sont gratuites, alors on ne va pas hurler au scandale non plus. All of this puts you on the front lines of the Kinect Revolution. Twisted Pixel s'est imposé comme l'un des meilleurs studios officiants sur le Xbox Live Arcade en créant notamment Vemo et Splosion Man. En marge de Miss Splosion Man, il bosse actuellement sur un autre projet à la destination exclusive de Kinect, Gunstringer. Et de ce qu'on en a vu, ce titre s'annonce comme un ambassadeur de choix de l'accessoire de Microsoft. Le principe est simple, dans un Far West coloré et parodique, vous dirigez une marionnette de shérif avec votre main gauche et tirez sur tout ce qui bouge avec votre autre main. Alors oui, c'est du rail shooter, mais connaissant les développeurs, on peut être sûr qu'ils nous fourniront plus qu'une banale séance de tir au pigeon. On sait déjà que des phases de plateforme sont au programme de ce titre sortant cette année. A land long desired by those who should not possess it. Kinect continuait de s'illustrer sur ce salon à travers plusieurs titres, dont certains plutôt inattendus, comme Fable The Journey, qui se déroule 5 ans après les événements de Fable 3. Perçu comme un jeu sur rail par le public présent sur place, Fable The Journey permettra de crafter et de contrôler la magie à bord de votre calèche ou à pied, grâce aux fonctionnalités Kinect, le tout afin de repousser les forces du mal qui veulent s'emparer d'Albion. La démo réalisée sur le stand, moyennement enthousiasmante à première vue, cache peut-être un titre intéressant, mais pour le savoir, il faudra attendre 2012. Time is short. They are coming. You must help me. Albion's end is coming. There can be no turning back. La suite du jeu de danse ayant fait un carton sur Kinect était également présente avec des nouvelles features concernant le multijoueur et notamment la possibilité de jouer désormais jusqu'à 4. Au sein de la playlist, on trouvera du Usher, du Rihanna, du Montel Jordan et beaucoup d'autres artistes. Compte tenu de la maîtrise du studio, concernant les jeux musicaux, on peut faire confiance à Harmonix pour que l'ensemble fonctionne aussi bien que le premier volet et fournisse la dose de mouvement sympa que l'on est en droit d'attendre. La sortie, quant à elle, est toujours prévue pour la fin d'année chez nous.
Voilà un titre qui fait peur et qui illustre bien l'étonnant manque de titres gamer annoncés par Microsoft sur cette E3, mis à part bien sûr les productions téléchargeables du Xbox Live Arcade. Pourtant, là où Nintendo s'était fait déchirer il y a quelques années par les médias et les joueurs, Microsoft semble échapper à la vague de mécontentement que l'on pouvait attendre. Kinect Star Wars illustre avec force la tendance ride des productions Kinect annoncées. Pas question ici de contrôler les déplacements de son personnage, on se contente d'agiter les bras pour découper ses ennemis au sabre laser ou utiliser la force. Quelques moves sont bien présents. Pour accélérer par exemple, et la présence d'un mode coop en split screen et de course à bord de pod permettra sans doute de varier un minimum le gameplay. Mais l'impression que ce jeu nous a laissé est loin d'être satisfaisante. Kinect semble définitivement avoir choisi le côté obscur de la force. On terminera néanmoins ces news E3 spéciales Microsoft sur plusieurs notes positives avec du jeu boîte jouable avec une manette, même si Forza 4 gère le Kinect. La future grosse tuerie des studios Turn 10 était en effet visible sur le stand pour le plus grand bonheur des die-hard fans de simulation de course. Loin d'un NFS The Run ou d'un driver dans l'esprit, Forza 4 nous montrait un peu plus de ses features. En particulier, l'interaction avec Kinect qui permettra de naviguer dans la tonne de menus proposés via la reconnaissance vocale, mais aussi d'examiner de l'extérieur et de l'intérieur vos bolides avec en prime des commentaires made in Top Gear, l'émission populaire de la BBC. Des principes sympathiques donc, tout comme le head tracking présenté à la conférence Microsoft qui permet de varier votre angle de vue en fonction des déplacements de votre tête. Visuellement époustouflant, notamment au niveau de la gestion de la lumière, Forza 4 se positionne clairement comme l'exclu 360 susceptible de faire chavirer le cœur des amoureux de la PS3 et de son Gran Turismo. Years ago, Halo changed the way we play video games. Sorti il y a 10 ans, le premier Halo aura le droit à un remake sur Xbox 360 le 15 novembre prochain. Au programme, un lifting HD pour les graphismes, un mode multijoueur regroupant les meilleures cartes des épisodes 1 et 2 et la possibilité de jouer la campagne en coopération sur le Xbox Live, possibilité inexistante lorsque sortit l'épisode originel. Mais au fond, il n'y aura pas de changement majeur, toujours la même campagne avec le même scénario et le même gameplay. Les inconditionnels du Master Chief seront néanmoins heureux de pouvoir rejouer à une bonne campagne solo. Combined with classic multiplayer maps enhanced and updated for Xbox Live. A fully remastered campaign. Co-op over Xbox Live. And 7 of the greatest multiplayer maps of all time. Halo. It's finished. No. I think we're just getting started. L'annonce surprise, qui n'en est pas vraiment une, reste celle de Halo 4. Après des années à attendre une vraie suite à Halo 3, malgré un ODST original et un Reach ultra carré. Ce teaser est assez chiche en termes de contenu, à part voir le Master Chief et Cortana, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On peut tout de même déduire, grâce aux images de cette cinématique, que Halo 4 se déroulera juste après la fin de Halo 3. Développé par un nouveau studio spécialement créé par Microsoft pour reprendre la franchise après le départ de Bungie, Halo 4 est annoncé comme étant le premier volet d'une nouvelle trilogie. Il y a quelques temps, j'avais fait un 120% sur les jouets du passé, les jouets qui sont un peu honteux aujourd'hui, qui sont un peu moches, etc., etc. Et puis, dernièrement, je suis tombé sur un vieux magazine, et je me suis dit, mais en fait, il y avait des magazines. Et les magazines, mais qu'est-ce que ça vieillit mal, les magazines. Et il n'y a rien de mieux qu'un souvenir du passé qu'un magazine. Et j'ai retrouvé un magazine dans mon grenier, qui date de 1982, si mes souvenirs sont bons. Un hors-série, c'est Télé Junior géant, avec à l'intérieur les meilleurs trucs de l'époque. Donc, on a du Spectreman, on a du Starkey et Hutch, on a de L'Homme qui valait 3 milliards, on a du Galactica, et on a du Drôle de Dame en bande dessinée.
Mais ça, c'est du Galactica. Voilà. Donc on a l'impression que le dessinateur, c'est un truc pulp américain classique. Et quand vous voyez le Spectroman, c'est pas du manga. C'est un truc pulp américain classique. Et si vous tombez sur, j'espère que je vais tomber dessus, Goldorak, style. Alors là, c'est un peu moins pulp américain, mais c'est quand même pas le manga de Goldorak, quoi. Mais c'est vachement bien fait. Je sais, par contre, niveau droit, je sais pas trop comment ils ont fonctionné. Si quelqu'un est au courant, si quelqu'un de l'époque sait un peu comment ça fonctionnait ces trucs-là, comment on pouvait mettre dans le même magazine du Spectroman, du Goldorak, pas en manga. Est-ce que les gars, ils avaient le droit de redessiner? Est-ce qu'il y avait des contrats de signés, etc. Je me pose vraiment des questions. Mais, en tout cas, le magazine était plutôt de bonne facture, qui, on va le voir, n'est pas forcément une règle qui va s'appliquer 10 ans plus tard. Pour plusieurs générations de joueurs, la société Konami est définitivement associée à des séries mythiques telles que Twinbee, Gradius ou sa parodie Parodius. Ce sont des légendes du shoot'em up dont la difficulté pour les Gradius ou le côté kawaii délirant pour Twinbee et Parodius avait réussi à créer un véritable engouement pour ce genre dans les années 90. Depuis l'excellent Gradius 5, réalisé en partenariat avec le studio Treasure et sorti en 2004 sur PS2, Konami n'avait plus donné suite à sa série phare sur les consoles de salon, à l'exception du remake Gradius Rebirth sorti sur le WiiWare. En 2007, la société tentait un revival du genre via la sortie arcade d'une nouvelle licence mêlant personnages moé et bataille intergalactique Automedius. Il mettait le joueur aux commandes de jeunes filles, personnalisant les vaisseaux des jeux de la firme à la petite vague. Cette nouvelle licence introduisait également l'utilisation d'un écran tactile permettant de cibler et déclencher des attaques spéciales sur les ennemis et, au plus pervers des otaku, de toucher ses héroïnes virtuelles. L'année suivante, le jeu était adapté exclusivement sur Xbox 360 sous le nom d'Automedius Gorgeous. Et nous en avions alors parlé à l'occasion d'une critique import. 3 ans après, le second volet, Automedius Excellent, est sorti au Japon le 21 avril dernier, et cette fois directement sur console de salon, sans passer par la case arcade. Cela était-il forcément une bonne idée? C'est ce que nous allons voir. Tout comme le premier volet, Automedius Excellent met le joueur aux commandes d'une dizaine de jeunes filles, Otome en japonais, faisant partie de l'escadron de combat destiné à repousser les hordes ennemies de l'Empire Bacterian. Au cours de l'aventure, ces jeunes étudiantes pilotes devront faire face à une nouvelle menace appelée Dark Force. Bon, ok, ne nous attardons pas sur la pseudo-histoire de ces anges de la galaxie, puisqu'elles sont surtout là pour mettre en avant le talent du dessinateur Mine Yoshizaki, le créateur du manga Keroro Gunso. Celui-ci s'est depuis quelques années spécialisé dans le moe et la transformation de consoles, logiciels ou systèmes d'exploitation, en les dessinant sous les traits de jeunes filles sexy. Dans le cas de la série Automedius, c'est au tour des vaisseaux issus des shoot'em up de Konami d'être transformés de la sorte. On verra ainsi Anoa et Tron, respectivement les personnifications des vaisseaux Big Viper de Gradius et Lord British de Salamander, Madoka et Diol étant elles des clins d'œil au jeu Twinbee XXX. Petite nouvelle dans la série, Hanafuma est une guerrière issue du jeu de plateforme Getsu Fumaden sur Famicom, alors Carval provient de la gamme de figurines articulées Busou Shinki. Un melting pot de références que l'on retrouve aussi dans les boss et les décors traversés, régulièrement ponctués de clins d'œil à Parodius et aux titres phares de Konami en général. Le joueur a le choix entre 3 modes de jeu. Chacun de ces modes imposera de se débarrasser vague après vague de tous les ennemis, d'aspect majoritairement mécanique dans chaque niveau, et d'en détruire le boss en un temps limité. Le mode story, comme son nom l'indique, propose de tenter l'aventure, ponctuée de petits dialogues animés avec l'une des héroïnes. Il s'agira pour le joueur de venir à bout de 8 niveaux, avec ou sans continue, allant d'une station balnéaire à une forteresse volante, en passant par une mine de cristaux et une jungle luxuriante. Le traditionnel niveau Boss Rush, un classique de chez Konami, sera lui aussi de la partie, alors que le dernier niveau ne sera accessible qu'en difficulté expert. Le mode multiplay permet à 2 ou 3 joueurs de jouer en mode coopératif via le Xbox Live. Il est aussi possible de jouer à plusieurs sur la même console, sans devoir relier ces consoles en réseau local, une aberration technique qui avait passablement ennuyé les acheteurs du premier volet. Toutefois, ce mode imposera le one credit et la partie s'arrêtera lorsque le joueur 1 aura perdu toutes ses vies, une décision étrange qui imposera de choisir un bon joueur comme leader si l'on veut aller loin dans le jeu.
Et enfin, le mode Score Attack est celui de challenge et de l'endurance, puisqu'il incitera le joueur à tenir le plus longtemps possible et à terminer le jeu de multiples fois au gré de chaque loop, augmentant la difficulté tous les 7 niveaux. C'est aussi le seul mode permettant d'enregistrer ses parties sous forme de replay. Côté gameplay, on retrouve le système de capsule Share à Gradius, permettant d'upgrader progressivement les armes de son vaisseau. Comme d'habitude, il sera possible de déclencher manuellement ses power-ups ou d'opter pour une gestion automatique de l'armement par la machine. Petite nouveauté, des armes supplémentaires pourront également être récoltées sur les ennemis vaincus. Les plus rares nécessitant pour apparaître d'avoir au préalable suffisamment augmenté le statut de son pilote via la durée de jeu cumulée et le nombre total d'ennemis détruits. Ces nouvelles armes pourront ensuite être équipées sur l'écran de sélection du personnage. Héritées du premier Automedius, les bombes permettant de nettoyer l'écran ou de cibler les points faibles d'un boss ne sont présentes que dans le mode story, les deux autres modes ne proposant qu'un armement classique. Une galerie d'illustrations et de croquis de développement est également accessible depuis le menu. Ces artworks seront progressivement débloqués en terminant le mode story avec chaque personnage. Enfin, signalons qu'en plus des 3 personnages débloquables en terminant le jeu sous certaines conditions, 2 autres ont été annoncés en DLC payant. En se basant sur l'expérience du premier volet, il est probable que Konami propose dans un futur proche des niveaux supplémentaires ainsi que des packs de musique additionnels, toujours en DLC payant, malheureusement. Des niveaux nombreux et longs, un mode multijoueur en local maintenant présent, le constat final pouvait être très positif, mais il y a un gros mais. En effet, le jeu souffre de plusieurs défauts, et l'un des plus importants est sa trop grande facilité, principalement dans le mode histoire. C'est bien simple, les images de gameplay affichées actuellement correspondent au mode de difficulté expert, le plus élevé offert par ce mode. Ce qui, comparé au mode Very Hard du premier volet, relève plutôt de la promenade de santé. L'ensemble manque sérieusement de rythme et la décision de retirer l'explosion du vaisseau par contact avec les décors est étonnant, tant cela avait toujours été un gage de difficulté supplémentaire des shmups Konami. Cette orientation plus casual du shoot'em up peut peut-être s'expliquer par la volonté de l'éditeur de sortir le jeu en Occident, dont le public actuel n'a pas forcément l'habitude des jeux de vaisseau punissant sévèrement la moindre inattention. Il reste toutefois possible aux apprentis super players d'augmenter la difficulté via le compteur de loop du mode multiplay pour obtenir une vraie difficulté hardcore, mais là encore, il leur faudra passer obligatoirement par le mode score attack à la difficulté progressive s'ils veulent pouvoir enregistrer leur partie. Un choix discutable vu que chaque loop, y compris les plus faciles, dure 40 minutes. La lassitude risque très vite de l'emporter. Côté technique, le constat est également en demi-teinte, puisque malgré une baisse de la résolution du jeu comparé au premier volet, celui-ci rame dans de nombreux passages. Pourtant, les décors ne sont pas très détaillés et manquent un peu de vie, puisque même les petits pingouins kawaii du premier jeu n'y figurent plus. Là encore, ces problèmes de framerate peuvent trouver leur source dans l'application d'un filtre de flou adoucissant l'image, mais rendant paradoxalement plus difficile la visualisation des tirs sur fond d'effets de néon ou de lave. Pour conclure, le jeu n'est pas mauvais, mais il manque singulièrement de personnalité par rapport à ses ancêtres, et souffre de petits problèmes techniques qu'il est étonnant de rencontrer chez Konami. Le fan de Gradius sera certainement sensible aux multiples clins d'œil visuels et musicaux offerts par le jeu, mais passé les premières parties, il se rendra compte que le titre recycle plus qu'il ne crée. Un constat ou amer que n'arrange pas le fanservice que l'on trouve jusque dans les écrans de chargement. En attendant une hypothétique nouvelle alliance avec Treasure pour un Gradius 6, c'est malheureusement tout ce que Konami a à offrir actuellement aux fans de shoot'em up. Le jeu est prévu en version normale et collector aux États-Unis pour le 19 juillet et sera certainement zoné comme la version japonaise. Aucune sortie européenne n'est annoncée pour le moment. Alors, pas un magazine extrêmement mauvais, puisque c'était Hercule, et moi je préfère Hercule que Pif, parce que Hercule, c'est le personnage rigolo, et Pif, finalement, n'en avait rien à foutre. Vous savez, c'est comme Astérix et Obélix. Finalement, on préfère Obélix, alors que le héros, c'est Astérix. C'est un petit peu comme Tintin et Milou. Non, en fait. Mais juste, je voulais montrer ce magazine, qui date de 1989, parce que c'est ma première publication. Je rêvais déjà de faire de la bande dessinée. Et à l'intérieur, vous pouvez voir ce Hercule Rahan, qui a été fait par le petit Davy Mourier. Et dans Hercule, il y avait de la bande dessinée forcément tirée du Pif magazine, avec les aventures d'Hercule, 10 centimes, etc., Placide et Museau. Mais il y avait aussi du Gaston Lagaffe, ce qui est un peu bizarre, je ne le savais pas, qui reprenait, il y a aussi du Léonard, des choses comme ça. Et, chose bizarre, c'est que ces personnages, on pouvait les retrouver aussi dans le Dorothée magazine. Et là, c'est bien la honte, on verra juste après Oscillation.
Bonjour et bienvenue dans Célation pour le 3e épisode des vœux exaucés de l'équipe de No Life. Aujourd'hui, c'est au tour de Thierry et il m'a demandé de parler du rôle de la musique reggae dans la bande originale de Monkey Island 2. Tout d'abord, sachez que 2 épisodes d'Oscillation existent déjà sur la musique de Monkey Island. Ils ont été produits pour la soirée spéciale Monkey Island qui a été diffusée en novembre 2009 et toute la soirée est bien sûr disponible sur No Life Online. C'est pour cela que l'on ne parlera aujourd'hui pas plus en détail des différences sonores majeures entre les équipements son ou encore du révolutionnaire système de gestion musicale iMuse qui a trouvé sa première utilisation dans Monkey Island 2. Vous pouvez trouver ces informations en détail dans les 2 épisodes de la soirée spéciale. Aujourd'hui, nous allons donc parler du reggae dans le contexte de Monkey Island 2. Les morceaux de la version CD de la BO du jeu, qui ne sont pas basés ou inspirés du reggae, se comptent sur les doigts d'une main. Sans exagération, on peut ainsi dire que pratiquement toute la bande sonore relève en fait de ce style musical. Quel est ce style musical précisément ? Le reggae est un genre musical qui se développe en Jamaïque à la fin des années 1960. Cette musique provient de ses prédécesseurs locaux, le mento, le ska et le rocksteady, et elle est largement influencée par des genres musicaux américains que l'on pouvait entendre à la radio à cette époque, la soul, le rhythm and blues et le jazz. Musicalement, le reggae peut être défini par plusieurs éléments marquants. Harmoniquement souvent assez simple, une même chanson peut être basée sur seulement 2 accords. La répétition de ces structures harmoniques rajoute un aspect hypnotique à la musique. Le reggae est toujours posé sur une structure rythmique carrée, le plus souvent à 4 temps par mesure, parce que son rythme symétrique très caractéristique ne se prête pas à une mesure différente. L'élément rythmique du reggae sans doute le plus important est appelé le skank. De petites notes jouées à la guitare ou dans la percussion qui viennent se poser sur l'afterbeat, c'est-à-dire non pas directement sur un ton, mais juste après. Les instruments les plus caractéristiques du reggae sont une basse timbrée dans les très graves, une percussion classique et traditionnelle, la guitare qui va parfois jouer presque le rôle d'un instrument de percussion, le synthétiseur, les cuivres comme le saxophone, la trompette ou le trombone, ainsi que bien sûr la voix. Nous avons vu maintenant que la musique dans Monkey Island 2 est largement inspirée du reggae et exploite toutes les facettes du genre. L'explication pour l'utilisation du reggae dans la série de Monkey Island paraît logique. L'histoire du jeu se déroule dans la Caraïbe, une vaste région située entre la Floride et l'Amérique du Sud, qui comporte de nombreuses îles et États indépendants. La Jamaïque en est une, et le reggae est sans le moindre doute le genre musical le plus exporté des îles caribéennes. Il peut donc sembler naturel de le choisir pour accompagner le scénario du jeu, malgré le petit anachronisme entièrement négligeable du fait que l'histoire se déroule au XVIIIe siècle, soit 200 ans avant l'invention du reggae. Mais une autre raison peut également expliquer le choix du reggae pour Monkey Island. Musique légèrement titubante et parfois un peu bouffonne, elle se prête en fait parfaitement à l'humour très particulier de la série, ainsi qu'à ses personnages comiques.
Elle fait ainsi partie intégrante du gameplay. C'est d'ailleurs dans le nom d'Hélène, la jeune femme convoitée par Threepwood et par le Tchak, que l'on trouve un petit clin d'œil à l'ambassadeur du reggae. Elle s'appelle en fait Hélène Marley. Voici le plus vieux Dorothée Magazine que j'ai retrouvé dans mon grenier. Parce que oui, j'achetais le Dorothée Magazine. Même Alex, quand il a vu, il fait « T'as acheté Dorothée Magazine ?» Bah ouais, moi j'achetais Dorothée Magazine. Mais ce qui est bizarre, c'est que Dorothée Magazine m'a apporté des choses bien. Parce que j'ai découvert le premier manga de Dragon Ball. Je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment, il y a un Dorothée Magazine qui était vendu avec, genre, un nouveau super guerrier, Trunk. Le dessin animé en France, on était encore loin de la saga de Trunk. On savait juste que Sangoku était super guerrier. Et le Dorothée Magazine a sorti le manga officiel, les premières pages de manga où on voit Trunk arriver, il défonce Freezer et il se transforme en super guerrier. Et il y avait ce manga, vraiment format manga, à détacher, à couper. Et moi j'étais là, mais comment c'est possible qu'il y ait un autre super guerrier? Comment c'est possible? Et ça a été un grand moment pour moi du Dorothée Magazine. Pareil, dans un Dorothée Magazine, on découvrait que Sangoku allait avoir 2 enfants. Et je me suis dit, oh, on est en avance. Mais c'est tout. C'est tout. Parce que sinon, dans le Dorothée Magazine, on pouvait découvrir que, avec Kaoma, dans ses français, dans ses lambada. Là, déjà, vous voyez qu'en 89, c'était la lambada. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de la lambada? Il y en a qui n'ont pas vécu ça, mais allez sur Internet et essayez de revoir la lambada, vous allez voir, c'est bien. Et dans notre Dorothée Magazine, non seulement on pouvait avoir des super dessins animés, faire des screenshots, vous voyez, avec des gens qui écrivaient des phrases à la main, très mal faites, et des fois, il y avait des ratures à l'intérieur. Voilà. Au lieu de passer les mangas, au lieu de demander les droits, non, ils faisaient des screenshots, c'était très moche. Et aussi, il y avait des pages pour découvrir un petit peu, en savoir un peu plus sur les personnages qu'on aime. Alors par exemple, vous pouvez en savoir mieux sur Dame Boucleline, ou les paroles de la chanson d'Hélène, ou les Popples, ou le pigeon. Le pigeon, on les côtoie beaucoup dans nos villes, et ils virevoltent au-dessus de nos têtes. Mais au fait, comment vivent-ils? Voilà, c'était vachement bien. Ils faisaient un peu de tout avec rien. Et il y a un truc que j'adorais, c'était la plupart des séries de Dorothée avaient droit à 6 pages. Par exemple, un épisode des Chevaliers Zodiac, c'était 6 pages, résumé. Pareil pour Ken le Survivant, etc. Par contre, Georgie, je ne sais pas pourquoi, Georgie, je crois que j'ai regardé 45 épisodes de Georgie qui existent. Georgie avait droit à chaque Dorothée Magazine à 2 pages. 2 pages. Alors que Georgie, mais il y a des histoires de fous entre les 2 frères et tout ça, machin. Et à chaque fois, il y avait juste 2 pages. Voilà. Voici les 2 pages de Georgie. Et le résumé qui est ici, c'est écrit « Georgie est en bien mauvaise passe ». Et comment tu peux suivre les épisodes précédents? Comment tu peux t'intéresser à un truc comme Georgie en seulement 2 pages? Et on reviendra sur les choses bien du Dorothée Magazine juste après Autoplay Sample, déjà. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample. Comme on l'avait annoncé la dernière fois, pour le dernier numéro de la saison, on va regarder un reportage, mais avant, je voulais revenir sur les concerts de Japan Expo. Cette année à Japan Expo, nous aurons la chance de pouvoir assister à 2 concerts de Monsieur Yamaoka Akira, le compositeur du générique de 101%, mais surtout de la série Silent Hill. Tout d'abord, il jouera vendredi après-midi à JE Livehouse et ensuite il donnera un 2e concert dimanche où cette fois-ci il sera accompagné sur une chanson par la chanteuse Manu, donc ancienne chanteuse du groupe Dolly et qui fait de la guitare aussi. Donc voilà, vous pourrez le voir à ces dates-là et ensuite il sera en dédicace tous les jours, alors profitez-en. Pour ce dernier numéro d'Autoplay Sample de la saison, on va regarder une interview de Kikuta Shiroki, le compositeur des musiques de Secret of Mana, jeu que vous connaissez sûrement, que vous aimez sûrement, mais il n'a pas fait que ça, il a aussi travaillé sur Koudelka, où il était scénariste, producteur, un petit peu tout, mais bon, voilà, toutes les explications tout de suite. Surtout
connu en Occident pour avoir composé la bande originale de Secret of Mana, Kikuta Hiroki est l'un des compositeurs de musique de jeu qui a le plus marqué les joueurs pour les ambiances si caractéristiques qu'il a su insuffler dans les jeux sur lesquels il a travaillé. Contrairement à la plupart de ses confrères, il possède un parcours assez particulier. En effet, il n'a pas fait d'études de musique, mais de théologie et de psychologie, avant de se lancer dans une carrière de mangaka afin de pouvoir raconter des histoires. 一番大昔は、漫画コミックを描いていました。僕は絵を描こうとその頃は思っていたので、漫画を描いて、何年ぐらいかな、6、7年ずっと漫画を描いていたんですけども、あんまり自分は漫画には向いてないなっていうことが、その結果として分かったので、じゃあまた違う方向で、頑張ってみようかなと思って、でその時にその、いろんな縁があって音楽の仕事ができるっていうことになって、最初はそのアニメーションの音楽を作ったりしてたんですけども、一番大きなことっていうのはご飯が食べられないっていうことだね。僕はそのさっき言った漫画の世界とかアニメーションの世界にいたんだけども、やっぱりそのプロとして絵を描いて食べていくっていうのは非常に大変なことなので、何年か頑張ってみた結果、一応自分としては納得できたと。で結果も出せたので、と同時に自分の限界も分かったっていうことがあって、じゃあ、ちゃんと食べていける方向で考えようと思って、でも食べていくんだけどなるべく自分の好きなことで食べていきたいなっていうちょっと欲張りな話があって、なので音楽で食べていくんだったらどうしようかな。でゲームの音楽の仕事っていうのはその音楽で食べていける数少ない仕事なので、一応その大きな会社のサラリーマンになるわけだし、でお給料も出る、でも音楽も作れるっていう、ちょっとずるい仕事だったので、ひょっとしてこれにその応募してうまくゲームの仕事ができたら割と楽しく暮らせるんじゃないかなと、そんな感じでゲーム業界に来たんですね。最初に受けたのが日本ファルコムっていう会社で応募したんだけど落ちて、で仕方なくスクエアという会社に応募して、これなぜか受かったと。Après avoir été débugueur sur Final Fantasy IV, on lui confie la composition des musiques du deuxième épisode de Seiken Densetsu ou Secret of Mana chez nous. La bande originale du jeu devait être à la base réalisée par Ito Kenji, qui avait composé les musiques du premier épisode sur Game Boy. Monsieur Kikuta, habitué à composer des musiques pour des animés adaptés de contes pour enfants comme Robin des Bois ou Blanche-Neige, se retrouve ici avec davantage de liberté au niveau de la création. そうだね、やっぱ一番影響を受けたというのはその僕の音楽性にも結構関わってるんだけども、そのマイク・オールドフィールドっていうその、人、この人は、なんて言うんだろう、僕ら今そのデスクトップミュージックとか言ってシーケンサーとコンピューターを使って僕ら今音楽を作りますけども、そういう音楽の一番最初の人と思っていいと思うんですね。その頃はコンピューターなんかなかったので、テープレコーダー、それもその何十トラックもあるすごい大きなテープレコーダーを使って何回も何回も録音を重ねる、それオーバーダビングっていうんですけど、その手法で、1000回以上の録音をして、すごい長いで、素晴らしい曲を作った最初の人がマイク・オールドフィールド、だから彼はその、僕らのみんなの先生みたいなもんだと思っていいと思います。僕自身は、ゲームの音だからとは思わないんだけども、ただそのどんな例えばゲームだったらスーパーファミコンの、ハードから出てくる音も、その前のファミコンのハードから出てくる音も、それは全て個性だから、その個性を一番活かせる形で音楽が作れれば、最高のものができると思うのです。で僕自身の感覚としては、例えば、生演奏、例えばバイオリンなりピアノの音が、スーパーファミコンよりも優れてるとは思わないんです。それは単に楽器が違うと思っているのです。僕はスーパーファミコンの音も好きだし、そのピコピコの音も好きだし、生演奏の音も好きだし、全部好きなんです。La plus grande caractéristique de la musique de jeux vidéo est la notion de boucle qui régit la composition.
Il faut être capable de réaliser des morceaux qui ne lassent pas le joueur, car ce dernier va entendre la même musique pendant des dizaines d'heures, contrairement à un film ou un album. Évidemment, le type de jeu oriente aussi le résultat. On ne retrouve pas la même chose dans des RPG comme Seiken Densetsu 2 et 3 que dans des jeux de drague comme Sora no Hiro, Mizu no Hiro, etc. やっぱり一番主に使う楽器はまずコンピューターを使ってシーケンサーを使って作りますけども、やっぱり今一番使ってるのはキーボードですね。鍵盤が一番多いです。ただその鍵盤だけではないのはなぜかというと、その鍵盤を弾きながら作ると鍵盤の曲になるんですね。だからその時その時で作りたい音楽に合わせて、例えば鍵盤を使ったりギターを使ったり他のものを使ったりするのが一番いいと思う。なんとなく鍵盤を押して自分の手がそこに行く、自分の手がその音を知ってるっていう感じがあって、なんとなくこんな感じの和音って押すとこれだってなるっていう、それが自分にもうちゃんとあるんだよ、自分の中にね。そうだからね、考えちゃいけないの。自分が何か感じたものがその考えないままスーって手の先から出てきて鍵盤に入っていって音になるっていうのがベストだと思うんだよね。À l'époque de la Super Nintendo, les compositeurs ne disposaient que de 8 voix sonores. Si des samples déjà tous faits étaient mis à la disposition des studios de jeux vidéo, il était tout à fait possible pour ceux qui le souhaitent de réaliser leurs propres samples, à la manière des peintres qui préparent leur palette afin d'utiliser leurs propres teintes. C'est ce qu'avait choisi Monsieur Kikuta sur Secret of Mana, où il s'occupait non seulement de la musique, mais aussi de tout le sound design du jeu. Outre les instruments classiques comme le violon ou le piano, il en a ajouté d'autres plus inhabituels qui rendent les musiques de Secret of Mana immédiatement identifiables. On retrouve notamment des instruments balinais, ce qui pourrait paraître bizarre au premier abord, sauf lorsque l'on sait que Monsieur Kikuta a étudié les rites religieux d'Asie du Sud-Est à l'université. その40時間も50時間も聴かれる価値がある音楽ってなんだろうって、それはその普通の音楽の枠なんかに全然その入らない一個一個がすごいと思えて印象に残って絶対に忘れないようなものじゃなくては嫌だと思ったんだね。で特にそのずっとゲームをプレイして、例えば最後の方のボスの音楽とかで、そういうダークリッチって言ったけどめちゃめちゃ強い敵の音楽なんていうのはもう一回聴いたら一生忘れないようなすごいもんじゃなくては嫌なんだ。で僕の中のそういう音楽っていうのは、例えばバリ島のケチャとかであったりガムランであったり、そのなんだろう、宗教的なその力を持った人間の心にバーンって入ってきちゃうような音楽、そういうものをゲームの中で再現したかったんだね。まあ日本の話でもあるから確かにアジア的なテイストはあるよね。Après avoir composé les musiques de Sou Kaigi sur PlayStation, Monsieur Kikuta souhaitait s'essayer à d'autres postes dans la création de jeux vidéo, mais cela n'étant pas possible dans une grosse structure comme Squaresoft, il part fonder son propre studio Sacknote. Il s'attelle alors au projet Koudelka, un RPG horrifique se déroulant dans l'Angleterre victorienne, où il va assurer notamment les postes de scénariste, producteur, compositeur et réalisateur. De la traduction anglaise des textes du jeu à la moindre séance de motion capture, il souhaite tout contrôler. ゲームの話をするとね3日ぐらいかかるめちゃめちゃ長いんで簡単にしか話せないけど、あの時はねそのゲームの制作自体が非常に大変で、精神的にストレスがあったので、その逆にクーデルカっていうゲームはストレスを与えるゲームだっていうか、そのホラーだし緊張するゲームだから、その時に僕が感じてたその制作におけるストレスがそのまま音楽になったとすれば、それはいい効果だったんじゃないのかなと思いますけども、その聖剣伝説とは違った意味でそのクーデルカの音楽っていうのはその自分の中のある意味ダークな部分がそのまま出ているから、あれを今作ってくださいって言われてもできないと思う。今あれを作れって言われてもできない。Après ce projet, Monsieur Kikuta a surtout composé pour des visual novels sur PC et a sorti plusieurs disques, mais son envie de réaliser des jeux est toujours intacte. ゼルダの伝説を作ってみたいな。音楽も演出もそうだけど、なぜかっていうと僕はスーパーファミコンの
ゼルダの伝説が大好きで、ゲームが始まると部屋の中で雨が降っているっていう演出が最高にかっこいいと思ったんだよね。外に出るとザーって雨が降ってて、音がちゃんとね、なんて言うんだろう、ここにいるっていう感じとかで、一つ一つの細かい演出が素晴らしいと思ったんでね、もう一つないものでやってみたいのは、僕はミュージカルが大好きなので、僕はミュージカルのゲームというのを作るのが夢です。僕はね、昔のハリウッドの映画のミュージカルも好きだし、今のブロードウェイのミュージカルも好きだし、とにかく歌い踊るドラマっていうのを作ってみたいと思っているのです。でそれができればゲームだから、ユーザーがプレイしながら、それがちゃんとインタラクティブに歌ったり踊ったりっていうのができるようなゲームができたら最高だと思ってるので、僕が憧れとしてやってみたいジャンルはミュージカルだね。一番はこの間東京ゲームショウで大きく発表されたセガのシャイニングハーツっていうプレイステーションポータブル向けの RPG ですね。これが結構今年やってた一番大きな仕事で、いかにも日本的な RPG だし、だからこそ僕も RPG らしい音楽をつけたし、で雰囲気もすごい可愛らしくて、なんて言うんだろうな、昔のゲームっぽいですよ、雰囲気が。だから特にスーパーファミコンの頃にゲームをプレイしてた人たちには楽しんでもらえると思うんですね。だからまずそのシャイニングハーツっていうゲームが、今一番みんなに、聴いてほしい、遊んでほしいもので、これは、日本では12月の16日に発売になります。でこれはちょっと楽しみですねっていう感じですね。À part ses projets avec de gros studios de jeux vidéo, il compose aussi pour l'univers des shooting games Toho ou sur des compilations disponibles uniquement au Comiket. Encore aujourd'hui, son plus gros succès reste les musiques de Secret of Mana, dont on a pu entendre de fabuleux arrangements lors des concerts Symphonic Fantasies. Monsieur Kikuta a d'ailleurs été ébloui par le travail réalisé pour cet événement. On espère que les prochains jeux sur lesquels il travaillera connaîtront une sortie française. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Monsieur Kikuta Shiroki. Alors là, ce qu'on ne voit pas à l'écran parce qu'il y a eu du montage, c'est qu'en fait, il parle beaucoup et pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'à la base, c'était censé être une interview de 20 minutes avant qu'il y ait le montage, et il a parlé pendant 45 minutes. Mais voilà, malheureusement, à la télé, on ne peut pas tout montrer. On fait du montage parce que 45 minutes, c'est un petit peu long quand même si c'est très intéressant ce qu'il racontait. En tout cas, moi, je vous dis à la saison prochaine dans Autoplay Sample, qui ne seront pas tournés à Paris puisque je pars au Japon pour un an, fin du mois d'août. Donc, on se reverra à Tokyo. À bientôt! Nous sommes dans les années 90, mi-90, 94, etc. C'est le boom d'Hélène et les garçons. Le Club Dorothée Magazine se dit peut-être qu'on n'a pas trop le droit de faire des screenshots, etc. Alors ils disent faisons des trucs avec ce qu'on a le droit. Donc ils vous font les histoires d'Hélène et les garçons. Mais pareil, avec un gars qui refait les bulles à la main, c'est salement écrit, les screenshots sont flous, vraiment. C'était vendu 10 francs, mais ça les valait pas vraiment, je crois. Voilà, donc ça, c'est ce qu'ils nous vendaient. Et à l'intérieur, on peut trouver des très belles choses, comme par exemple le programme télé. Mais le programme télé uniquement du Club Dorothée. Voilà. Et on peut voir quand même, à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de programmes du Club Dorothée. Alors attendez, j'essaye de trouver la date. Ah merde, j'ai pas la couverture. Je crois que ça, c'est un truc des début 90. Et alors, je vais vous lire le programme, Nostalgie. Alors attendez, le mercredi c'est mieux quand même. Club Dorothée matin, mercredi, à 9h, Mako. Mako a été recueillie par un gentil vieux monsieur, comme toutes les petites filles, elle va à l'école. 9h30, les Popples, au supermarché. 9h45, les mini-pousses. Mais c'est quoi cette période? C'est vraiment de la merde. 10h, les Dino Riders. L'épisode s'appelait La Fête Nationale. 10h20, Jiraiya. 10h45, G.I. Joe.
10h55, l'horoscope avec Madame Soleil. Ah, je l'avais oublié, je me demande ce qu'elle est devenue. 11h20, la séquence animaux avec le Dr Klein. Et après, ça reprenait à 14h30 avec Punky Brewster. 14h55, Juliette Je t'aime. 15h25, Dragon Ball. 15h50, le Collège Foufoufou. 16h20, les Chevaliers du Zodiaque. 2. Je sais pas pourquoi, 2. 16h50, Ken le Survivant. Et 17h20, spécial croissant, qui devait être une sorte de pas de pitié pour les croissants. Voilà, et pour finir l'émission d'ailleurs, je crois, les hits de l'époque du Club Dorothée. Alors on est en 1994, c'était vote par Minitel, chose que vous n'avez peut-être pas connue. Voilà, avant Internet, il y avait Minitel. Et donc le hit des séries, en numéro 1, Hélène et les garçons, en numéro 2, les filles d'à côté, en numéro 3, Parker Lewis. Alors que Parker Lewis aurait dû être numéro 1 si les gens avaient eu du goût. Hein. En numéro 4, Ici bébé, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un film à l'époque, c'était Allô maman, ici bébé, je crois, je sais plus, qui était un film au cinéma où on entendait le bébé penser, ah qu'est-ce que c'était, mort de rire, et ils en avaient fait une série, c'était Ici bébé, et c'était plus mauvais que le film. Salut les musclés, bon, c'était quand même pas aussi mauvais que Salut les musclés. Premier baiser en 6ème position, en 7ème position, Arnold et Willy. En 8ème position, Liveman, qui était un Bioman 3, il avait appelé, je crois, un truc comme ça à l'époque. 9, en 9ème position, Alerte à Malibu. Et en 10ème position, 66, Chump Avenue. Je sais même pas ce que c'est. J'ai oublié. Et en tout cas, bon, dans les dessins animés, Dragon Ball Z, Sailor Moon, Nicky Larson, Dragon Ball, Ranma & Me, les 4 filles du Dr March. 4 filles du Dr March. Nadia, Creamy, Vas-y Julie. Putain, Vas-y Julie. Et Candy en 10ème position. Et dans les jeux vidéo, parce qu'il faisait aussi le hit des jeux vidéo, en première position, Super Mario Kart, Super Nintendo, Sonic 3 sur Mega Drive, Street Fighter 2 sur Super Nintendo, Mega Man X sur Super Nintendo, Tiny Toons Adventure sur Mega Drive, ah c'était bien Tiny Toons, Aladdin sur Mega Drive, il était bien aussi, Zelda 3 sur Super Nintendo, c'était bien, NBA Jam sur Super Nintendo, Super Metroid sur Super Nintendo, c'était bien, et Jungle Strike sur Mega Drive. Voilà. Que de souvenirs. Et ouais.